Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision 100% éducation en Afrique au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie qui est une émission dédiée à la réflexion philosophique. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir professeur Mori Thiam. Bonjour professeur. Bonjour Madame Badiane, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je commencerai d'abord par vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites pour la promotion de la philosophie. C'est un honneur pour moi d'être là et de partager ce plateau avec vous. Merci. Merci professeur. Vous êtes professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au département de philosophie. Vous êtes enseignant-chercheur. Vos recherches portent essentiellement sur l'éthique, la morale et la politique. Et vous avez écrit même un livre, Les fondements de la violence politique, à paraître à la fin du mois de mars, Armand Calan. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé-École. Et aujourd'hui, nous allons parler de la démocratie. Monsieur Thiam, qu'est-ce que la démocratie? Alors, avant de démarrer, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour la pertinence du choix de ce thème, parce qu'en fait, nous sommes dans un contexte où nous vivons une certaine crise de la démocratie et il n'y a rien de mieux, aucune discipline n'est mieux placée que la philosophie pour réfléchir sur la crise de la démocratie, parce qu'en fait, la philosophie est née d'une crise, c'est-à-dire d'un besoin de trouver de nouveaux fondements au rapport entre l'homme et la nature, mais également au rapport entre l'homme et son prochain. Et donc, si la philosophie est une pensée de la crise, il est donc tout à fait normal que lorsque la démocratie est en crise, que la philosophie en fasse un objet d'étude et un objet de réflexion. Voilà. Je commencerai d'abord par dire que la démocratie a une étymologie grecque. C'est un concept qui est né de l'association de deux concepts, démos et kratos. Démos qui signifie peuple et kratos qui signifie pouvoir. Et donc, au sens littéral, la démocratie, c'est le régime à partir duquel le peuple réclame son autonomie et le droit de décider sur les affaires qui le concernent. Donc, au sens littéral, démocratie veut dire le pouvoir entre les mains du peuple. Donc, c'est un pouvoir qui appartient au peuple. Oui, théoriquement, quand on parle de démocratie, il s'agit d'un régime politique dans lequel la souveraineté, elle appartient au peuple et elle est gérée par le peuple. Donc, elle est différente des autres types de régimes dans la mesure où, dans la tyrannie comme dans les autres types de régimes, la souveraineté est entre les mains d'une seule personne et elle peut être manipulée, elle peut être gérée en fonction des désirs, en fonction des envies du roi ou du chef d'État. Et voilà donc ce qui distingue principalement la démocratie de la tyrannie. Donc ce qui fait le charme de la démocratie, c'est que la souveraineté appartient au peuple. Oui, d'ailleurs, lorsqu'on revisite l'histoire du concept, on se rend compte que le contexte dans lequel la démocratie est née est un contexte assez illustratif de la volonté du peuple de reprendre sa souveraineté. Parce qu'en fait, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, si l'étymologie est grecque, vous pouvez l'imaginer, la démocratie est née en Grèce au 5e siècle avant le Christ. Et elle est née dans un contexte assez particulier. D'abord, un contexte politique assez particulier, parce que, comme vous le savez, la Grèce, du point de vue géographique, la Grèce est constituée d'une partie continentale et de plusieurs îles. Et à l'époque, au 5e siècle, chacune de ces cités grecques avait son autonomie, avait son indépendance et s'est gérée tout seul. C'est bien après qu'il y a eu la réunification de la Grèce. Il y avait des villes telles que Athènes, telles que Sparte, telles que Delphes.
et chacune de ces villes avait son autonomie. Et donc, la Grèce est également marquée par un contexte assez tendu parce que chacune de ces villes voulait étendre son territoire. Et donc, il y avait des conflits récurrents. Donc, entre le 6e siècle et le 4e siècle, la Grèce a connu beaucoup de conflits, beaucoup de guerres. À cela, il faut ajouter le fait qu'il y avait d'autres royaumes comme la Perse, comme la Macédoine, qui voulaient également étendre son territoire. Donc, on était dans un contexte de conflit permanent. Et on pouvait déclencher une guerre pour des raisons purement fallacieuses, parce que le plus souvent, ce sont des tyrans qui usurpaient le pouvoir et qui envoyaient leur armée pour faire la guerre uniquement pour satisfaire le plaisir du tyran. Et c'est là que les Athéniens se sont rendus compte qu'au fond, ils engageaient leur vie pour une seule personne. Ils engageaient leur vie pour les plaisirs d'un seul tyran. Et au combat, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que devant la mort, nous sommes tous pareils. Vous savez que la mort, c'est la chose la plus démocratique au monde. Personne ne peut y échapper. C'est devant la mort qu'on se rend compte que nous sommes tous des êtres humains et que nous sommes d'égale dignité. Et c'est la raison pour laquelle ils ont tiré un enseignement de cela. Donc ça, c'est l'élément déclencheur. Donc ils se sont dit, désormais, du moment que nous sommes tous égaux devant la mort, devant la décision d'aller vers la mort, nous devons être également égaux. On n'acceptera plus que quelqu'un se réveille un bon matin pour nous envoyer à la mort pour son simple plaisir. Il faut qu'on redéfinisse les conditions dans lesquelles nous allons entretenir les rapports les uns avec les autres. Et c'est cet état d'esprit qui a été à l'origine d'une révolution paysanne. Parce qu'en fait, en Grèce, à l'époque, il y avait une loi qui disait que quand un paysan ne pouvait pas payer sa dette, son créancier pouvait en faire un esclave. Et donc, arrivé à un certain moment, les paysans en avaient marre de cette loi et ils ont orchestré une révolution au 5e siècle, ce qui a donné naissance évidemment à la démocratie, principalement sous le règne de Clisthène. Voilà donc dans quelles conditions la démocratie est née. Quels sont les principes de la démocratie? Si elle est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc quels sont les principes de la démocratie? D'abord, le premier principe qui permet de reconnaître une démocratie, c'est la liberté qu'a le peuple de se prononcer sur son avenir. Ça, c'est extrêmement important. Avoir le droit de participer à la prise de décision sur notre avenir, ça, c'est le premier principe fondateur de la démocratie. Le deuxième principe, c'est qu'il y a une égalité devant la loi. C'est-à-dire que cette distinction qui avait été faite très souvent à l'époque en Grèce, entre riches et pauvres, entre les nobles et les autres, cette distinction n'est plus opératoire dans le champ de la démocratie. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est que la loi devient impersonnelle. Dans une tyrannie ou dans une monarchie, la loi est l'expression de la volonté individuelle. D'ailleurs, il y a une expression qui l'a traduit, cette expression attribuée à Louis XIV, la loi, c'est comme le veut mon bon plaisir, parce que l'État, c'est moi. Donc vous voyez bien que dans une démocratie, il s'agit de rompre avec cette façon de faire. Désormais, il y a une nécessité de dissocier la loi de la personne qui est chargée de l'appliquer. Et donc, du coup, la loi devient impersonnelle. Elle doit être bâtie sur des principes universels. Donc, c'est ce qui fait naître l'état de droit. Justement, quand on parle de démocratie, un des principes fondamentaux, c'est l'état de droit. C'est l'idée que les règles à partir desquelles nous allons entretenir les rapports
les uns avec les autres, ne doivent plus dépendre de la décision d'une seule personne. D'ailleurs, comme le dit Épictète, le bon vouloir d'un imbécile n'a pas force de loi. Ça peut paraître choquant, mais le terme imbécile, c'est un terme qui renvoie à l'idée de quelqu'un qui ne réfléchit pas. Parce qu'en réalité, souvent les tyrans, ils n'élaboraient pas les lois sur la base de la raison, mais plutôt sur la base de leur propre passion. D'accord? Voilà pourquoi Épictète dit que le bon vouloir d'un imbécile n'a pas force de loi. La loi, elle doit être bâtie sur un principe universel de justice. Et d'ailleurs, il faut là préciser une chose. On a tendance à confondre la loi et la justice. Donc il y a une différence. Ah oui. La justice, c'est un principe universel, fondé sur une égalité de principes, c'est-à-dire, par principe, nous sommes tous égaux. Évidemment, dans nos rapports quotidiens, nous pouvons être différenciés soit par le mérite, soit par l'effort que nous faisons. Dans ce cas, la loi sanctionne le mérite. C'est pourquoi on parle du principe d'équité. L'équité consiste à donner à chacun ce qu'il mérite. Donc, la justice, c'est un principe universel. Et la loi, normalement, doit être la matérialisation pratique et concrète du principe de justice, même si on sait qu'elle ne l'est pas tout le temps. D'accord? Parce que si la loi est l'expression de la volonté individuelle, elle est considérée comme une loi, mais elle n'est pas juste. Donc, l'idée de la démocratie, c'est de faire en sorte que les lois soient conformes au principe de justice, parce que les lois doivent être une émanation de la raison et donc un principe universel. Voilà en résumé quels sont les principes fondateurs. Donc, si je retiens bien, parmi les principes de la démocratie, il faut que le peuple soit souverain. Oui. Il faut donc les libertés, il faut le respect aussi des libertés fondamentales. Oui. Il y a la liberté, il y a l'égalité des principes, il y a l'élaboration d'une loi impersonnelle fondée sur le principe de justice. Donc, à cause de ces libertés fondamentales, donc les droits, il y a des droits qui sont inaliénables. Parmi ces droits qui sont inaliénables, quels sont les droits qui sont inaliénables? Liberté à la vie, par exemple, ces genres de... Oui, vous savez, il y a deux types de lois en réalité. Il y a les lois juridiques. Ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire l'expression d'une volonté commune de mettre en place des règles pour pouvoir vivre ensemble. Mais en plus de ces lois qui sont inventées par les hommes, parce que le droit positif, c'est une invention humaine. Mais avant le droit positif, il y a ce qu'on appelle le droit naturel. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, il y a des principes, il y a un ensemble de règles auxquelles nous sommes naturellement soumis, et ces règles sont une émanation de la raison. Et donc, tout se passerait comme si, dans la raison universelle, il y a un ensemble de règles universelles que tout être de raison doit pouvoir reconnaître. Et très souvent, dans le droit, le droit naturel n'est pas aussi différent de la morale. Si nous partons de l'impératif catégorique de Kant, qui dit qu'on n'a pas le droit de traiter un être humain comme un moyen, mais on est obligé de le traiter comme une fin, cela veut dire qu'il n'y a rien qui a plus de valeur que la vie humaine. Et donc, à partir de ce moment-là, la loi doit se conformer à ce principe. Donc, pour qu'il y ait un état de droit, il faut qu'il y ait une conformité entre le droit positif et le droit naturel. Si le droit positif trahit le droit naturel, on n'est plus dans un état de droit, mais on est plutôt dans un état purement tyrannique ou bien ce qu'on peut appeler un état policier. Okay. Voilà. Donc, je viens de comprendre qu'il y a des droits qui sont inaliénables. La liberté à la vie, donc nous devons être... il y a l'égalité devant la loi. D'abord, l'égalité cette égalité devant la loi, quel que soit notre statut,
Et d'ailleurs, un autre comme c'est important. C'est un des principes fondateurs de la démocratie. S'il n'y a pas d'égalité devant la loi, il n'y a pas d'état de droit. Okay. Si un citoyen peut échapper à la justice du simple fait de son statut social, on n'est plus dans un état de droit. Okay. On n'est plus dans un état de droit. Et là, tous les Sénégalais devaient donc savoir que donc parmi les principes fondamentaux de la démocratie, c'est l'égalité devant la loi et donc aussi les libertés individuelles. Et ça, c'est important. Oui, oui, justement. C'est tellement vrai que même si la loi doit sanctionner, elle doit sanctionner en tenant compte des principes fondateurs du droit naturel. Si nous lisons Hobbes, par exemple, qui a listé dans le Léviathan les 17 lois naturelles, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je vais juste donner un exemple. Il dit, même s'il est dit dans la loi que la loi peut tuer, soit pour une raison ou pour une autre. Si vous êtes condamné à mort, le droit naturel à la survie vous autorise à vous échapper de prison si vous en avez la possibilité. Là, ça devient intéressant. Parce qu'il y a un droit inaliénable, c'est le droit à la survie. Et vous avez le droit d'utiliser tous les moyens à votre disposition pour échapper à la mort. Donc ça devient une liberté collective. Oui, justement. Une liberté collective. Justement, parce que dans ces circonstances, le droit naturel est normalement soumis le droit positif, est normalement soumis au droit naturel. Et il doit être conçu de telle sorte que le droit naturel ne soit pas bafoué. Okay. Voilà. Donc, ce qui fait que ces principes de la démocratie, donc ces libertés collectives, c'est ce qui fait que nous avons le droit de faire des manifestations, d'aller en grève, de droit d'association, tout ça. Donc, ce sont des droits qui font partie des principes. Oui, justement. Ça dit que, j'ai parlé de 3 principes fondateurs. Liberté, égalité et universalité de la loi. Ce sont les 3 principes fondateurs de la démocratie. Pourquoi liberté? Parce que si le peuple doit décider de son avenir, on doit lui donner la possibilité de dire ce qu'il pense. On doit donner à chacun la possibilité de dire ce qu'il pense. Donc, dans ces conditions, si l'individu n'est pas libre de dire ce qu'il pense, évidemment, nous sommes dans une situation où la démocratie, elle est impossible. D'accord? Mais quand on parle de liberté, certainement, vous avez dû traiter de la question en terminant, on en a tous parlé. La liberté ne veut pas dire l'ouverture à toutes les possibilités, c'est-à-dire la possibilité de faire ce qu'on veut. Parce que généralement, la conception que, le sens que moi a de la liberté, c'est qu'être libre, c'est faire ce que je veux. La liberté commence à partir du moment où on agit sous la dictée de la raison. Et quand on agit sous la dictée de la passion ou des passions, on a l'illusion de la liberté, mais en réalité, on est esclave de ces passions. Cette liberté, elle offre la possibilité au peuple. Si la loi est bâtie non pas sur la base de la dictée de la raison, mais sur la base des passions de ceux qui doivent nous gouverner, cette liberté nous offre la possibilité de rappeler à ceux qui nous gouvernent qu'ils n'agissent pas sous la direction de la raison, mais sous la direction des passions. Et c'est ça qui explique que dans une démocratie, il faut qu'il y ait une liberté de manifester. Et c'est grâce à cette liberté que nous pouvons rappeler à ceux qui nous gouvernent qu'ils sont sur la mauvaise voie. Donc c'est un droit inaliénable. Un droit inaliénable et fondamental. Parce que c'est le principe à partir duquel la démocratie a été bâtie. Si nous n'avons pas la possibilité de contrôler ceux qui nous gouvernent, si nous n'avons pas la possibilité de rappeler à ceux qui nous gouvernent qu'ils sont sur la mauvaise voie, il n'y a pas de démocratie. Très bien.
Et peut-on avoir une démocratie sans une liberté de la presse? Bon, une démocratie sans une liberté, bon, de la presse, elle est impossible. Pourquoi? Parce que il faut d'abord comprendre que la démocratie telle qu'elle a été conçue par la Grèce est différente de la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. Bon, je vais emprunter un grand détour pour revenir sur les particularités de la démocratie athénienne. La démocratie à Athènes fonctionne de manière assez différente de la démocratie aujourd'hui. Parce qu'en fait, la démocratie athénienne était une démocratie directe. Okay. C'est-à-dire que lorsque Clisthène a mis en place le système de la démocratie, Athènes était composée à peu près de 400 000 habitants, selon les chiffres concordants. Et il n'y avait que les citoyens qui avaient le droit à la parole. Okay. Mais il faut dire que le statut de citoyen n'était pas accordé à n'importe qui. Pour être citoyen en Grèce, il fallait d'abord être un homme. Donc les femmes étaient exclues de la citoyenneté. Décidément. Parce qu'elles étaient considérées comme mineures. Il fallait avoir au moins 18 ans. Et il fallait être au moins né d'un parent qui était athénien. Même si après, Périclès a durci les conditions, parce qu'avec Périclès, il fallait au moins que les deux parents soient athéniens. Et donc, il y a à peu près 10% de la population qui était citoyenne, c'est-à-dire autour de 40 000. Alors, ces 40 000 se regrouper autour de ce qu'on appelait l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Assemblée populaire qui avait pour mission de voter les lois. Et à part cette Assemblée populaire, il y avait deux institutions, la Boulée, qui était une sorte d'Assemblée nationale, où siégeaient à peu près 500 membres qui étaient tirés au sort. Parce qu'il n'y avait pas d'élection, c'était un tirage au sort. Okay. Et l'élection était réservée uniquement aux stratèges, parce que l'art militaire est un art assez compliqué, donc il ne fallait pas le confier à n'importe qui. Il fallait le confier à des stratèges. Maintenant, en dehors de ça, il y avait ce qu'on appelait l'ailier, c'est-à-dire une sorte de pouvoir juridique, où siégeaient 6 000 membres, qui eux aussi étaient tirés au sort. Donc, ce qui fait qu'il y avait une certaine égalité absolue. Aujourd'hui, nous parlons de démocratie représentative, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus pour le peuple de se rassembler et de voter pour chaque décision importante à prendre, mais on demande au peuple d'élire des représentants, c'est-à-dire des députés qui sont chargés, évidemment, de parler au nom du peuple. Voilà pourquoi la presse joue un rôle important. Parce qu'en fait, entre le peuple et ses représentants, parfois il y a une certaine rupture. Et les médias donnent la possibilité au peuple de pouvoir s'adresser à ses représentants. Parce qu'en fait, souvent, la distance peut parfois faire qu'il y a... parfois faire en sorte qu'il y ait une incompréhension entre le peuple et ses représentants. Et c'est justement le rôle de la presse de relayer cette volonté populaire et de faire en sorte que cette volonté populaire puisse se faire entendre. Ah oui, je viens de comprendre donc l'importance de la presse dans une démocratie. Justement. Et normalement, ça va dans les deux sens. Le rôle de la presse est à la fois de faire porter l'information du peuple vers ses représentants, mais également des représentants vers le peuple. Vers le peuple. Okay. Parce qu'il faut également que dans une démocratie, que le peuple soit informé de ce qui se fait en son nom. Okay. Parce que si le peuple n'est pas informé de ce qui se fait en son nom, des décisions qui sont prises en son nom, évidemment, c'est là qu'il y a une rupture du contrat entre le peuple et ses représentants. Donc il ne doit pas y avoir de rupture entre le peuple et le représentant du peuple. Oui, c'est d'ailleurs un des problèmes fondamentaux
de la démocratie représentative. Parce qu'en fait, les défenseurs de la démocratie représentative vous diront que l'état actuel des choses fait que une démocratie directe n'est plus possible. Il y a une part de vérité. Imaginons si à chaque fois que le président de la République devait prendre une décision importante et qu'on interrogeait les 16 millions de Sénégalais. Ça pose problème. Ce serait impossible de gouverner. D'accord? Donc la démocratie représentative, elle a été inventée pour des États qui ont une population assez importante. Parce qu'en Grèce, ils étaient 40 000 citoyens. Aujourd'hui, on est 16 millions de citoyens. On ne peut pas demander l'avis des 16 millions de citoyens. Donc, la démocratie directe est devenue presque impossible, donc. Oui, techniquement impossible. D'accord? Donc, il faut nécessairement des représentants. Mais la démocratie représentative, elle doit être fondée sur des principes également. D'accord? Et pour le comprendre, peut-être nous pouvons partir du chapitre 16 du Léviathan. C'est certainement l'image qui me paraît être la plus illustrative du rapport entre le représentant et le peuple. Qui nous dit dans le chapitre 16 du Léviathan que l'État est un acteur. Un acteur, il est défini comme étant quelqu'un dont les actions ne lui appartiennent pas en propre. Quelqu'un dont les mots et les actions ne lui appartiennent pas en propre. Okay. Et le peuple est l'auteur. L'auteur, c'est quelqu'un dont les actions et la parole lui appartiennent en propre. Et d'ailleurs, il prend même l'exemple de l'étymologie latine de persona, c'est-à-dire masque. Autrement dit, le représentant, c'est celui qui porte un masque. C'est celui qui, au moment où il parle, ne parle pas en son nom. C'est d'ailleurs tout le sens de la notion de représentation. Représent, être présent deux fois. Dans une représentation, le peuple, il est présent ailleurs, mais il est également présent au moment où le représentant parle, parce que ce qu'il dit est censé être la répétition exacte de ce que le peuple aurait dit. Donc, dans une démocratie représentative, le député, il est le représentant du peuple. Oui, justement. Donc, c'est un acteur qui suit la volonté du peuple, donc qui transmet ce que le peuple veut. À la limite, je vais un peu caricaturer en disant que le bon député, c'est un perroquet. C'est quelqu'un qui sait répéter. Quelqu'un qui sait répéter fidèlement la volonté du peuple. Okay. Et c'est justement ce qui est l'intérêt dans une... Pourquoi le mot député donc? En fait, dans une démocratie représentative, député veut dire représentant du peuple. Le fait que le député soit considéré comme étant un représentant du peuple a un intérêt extrêmement grand. Parce que le peuple a confié le pouvoir à un chef d'État qui a un pouvoir exécutif. Et c'est d'ailleurs un des éléments fondamentaux de la démocratie, cette séparation du pouvoir. Parce que le principe de la séparation du pouvoir est bâti sur une analyse anthropologique. L'être humain est un être à la fois de raison et de passion. Et c'est un être chez qui, très souvent, les passions prennent le dessus sur la raison. Ce qui fait que si on lui confie la totalité du pouvoir, on risque d'être soumis non pas à la raison, mais plutôt aux passions de celui qui nous gouverne. C'est pourquoi Montesquieu dit que tout homme détenteur d'un pouvoir est tenté d'en abuser. Il faut que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et donc, voilà pourquoi, si on donne tout le pouvoir à un homme, il a toujours tendance à en abuser parce que d'abord et avant tout, c'est un être de passion. Et il y a une passion foncièrement dangereuse pour la démocratie, c'est ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Et cette volonté de puissance, elle est en chacun d'entre nous. Tout être humain aspire à être le meilleur. Tout être humain aspire à dominer. Tout être humain aspire à être
le plus adulé et le plus respecté. Et tant qu'on ne réprime pas cette passion, si on lui donne l'occasion de s'exprimer, ce sera la catastrophe. Voilà pourquoi il faut que cette passion soit contrôlée par la raison. Et si on laisse à chacun la possibilité de se contrôler soi-même, évidemment, ça ne marchera pas. Il faut nécessairement que l'exécutif, qui est un être humain, d'ailleurs c'est... Donc l'exécutif, c'est le président et son gouvernement. Oui, le président et son gouvernement. En réalité, dans une démocratie, l'exécutif, c'est un pouvoir abstrait. Mais un pouvoir abstrait incarné par un être humain qui est un être de passion. Normalement, comme je l'ai dit au début, les actions de l'exécutif ne devraient pas porter l'empreinte de la personnalité du président de la République. Mais on sait que dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ce qui est défini dans les principes n'est pas forcément réalisable dans la pratique. Il faut qu'il y ait nécessairement une empreinte de la personnalité du président dans la marche des affaires. Et donc, voilà pourquoi il est nécessaire que le peuple se donne la possibilité de contrecarrer la volonté de puissance de l'exécutif. Et c'est cette raison, c'est la raison pour laquelle, évidemment, le peuple a le devoir d'élire des représentants qui ont pour principale mission de contrôler l'action de l'exécutif et de le rappeler à la raison. Parce que c'est ça la mission fondamentale du député. Donc le pouvoir législatif doit rappeler à l'ordre à l'exécutif. Justement. Et pour le rappeler à l'ordre, il n'y a pas meilleur moyen que d'être celui qui fait les lois. Donc la loi émane. Oui, justement. Parce que du législateur. La différence entre la tyrannie et la démocratie, c'est que dans une tyrannie, celui qui fait les lois est en même temps celui qui les exécute. Dans une tyrannie, il faut séparer. Parce que si on donne tout ce pouvoir à un être humain, on risque d'être soumis à la passion. Donc dans une démocratie, c'est différent. Non. Il faut que celui qui fait les lois ne soit pas celui qui les fait appliquer. Parce que si on lui donne tout, évidemment, on court vers la catastrophe. Donc Montesquieu a raison de dire que s'il n'y a pas de séparation de pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Justement. Et c'est un des principes fondamentaux de la démocratie, cette séparation du pouvoir. Parce que c'est d'abord lié à une analyse anthropologique. Quel est cet individu à qui on confie le pouvoir? C'est un être humain, avec ses défauts, avec ses passions. C'est pourquoi Kant disait que le problème fondamental de la politique, c'est que on demande à des êtres humains de nous gouverner. Parce que tout être humain a besoin d'être gouverné. Et si on confie le pouvoir à quelqu'un pour nous gouverner, alors que lui-même, il a besoin d'être gouverné, finalement, nous risquons d'être dans une forme d'aporie. Et la solution de la démocratie, c'est que on se partage le pouvoir. Chacun gouverne l'autre. Pendant que l'exécutif gouverne le peuple, l'exécutif est gouverné par le législatif, qui lui-même est gouverné par le peuple. Là, c'est extrêmement important. Justement. Okay. Il faut que l'exécutif gouverne le peuple, que le législatif gouverne l'exécutif, que le peuple gouverne le législatif. Au finish, le peuple se gouverne lui-même. Okay. Donc vous voyez bien. Et donc voilà pourquoi le député joue un rôle extrêmement important dans le dispositif de la démocratie. Donc le pouvoir législatif doit contrôler et gérer l'exécutif. Il a pour mission de faire les lois et de contrôler l'exécutif. Okay. Et finalement, le pouvoir appartient au peuple, donc. Oui, justement. Parce qu'il est le représentant du peuple. Justement. Et ce même législatif doit être celui qui relaie le plus fidèlement possible la volonté du peuple. Donc,
Voilà pourquoi on dit que dans une démocratie, le peuple se gouverne lui-même. Donc cette dichotomie de Hobbes a raison, oui. Que donc le député n'est qu'un acteur. Oui, justement. Il fait ce que le peuple veut. Oui, justement. Dans une pièce de théâtre, l'acteur, il répète les mots du scénariste. Oui. Et donc, normalement, dans une démocratie, le scénariste, c'est le peuple, l'acteur, c'est le député et évidemment l'exécutif. Ok, donc le député doit exécuter la volonté du peuple. Justement. Sinon... Là, c'est extrêmement important. Oui, je pense que les députés sénégalais devaient vous suivre pour comprendre que quand on est député, on n'est pas député de quelqu'un, mais on est député du peuple, on est représentant du peuple, on doit représenter fidèlement, comme vous avez donné l'exemple du perroquet, qui doit répéter fidèlement les paroles. Donc, ils doivent transmettre la volonté du peuple à l'Assemblée nationale pour voter des lois pour le peuple. Donc, le pouvoir va finalement revenir vers le peuple. Justement. Et pour que ça soit possible, la circulation de l'information dont j'avais parlé tout à l'heure, elle est extrêmement importante. Donc, la presse est au milieu, finalement. Oui, justement. Ça dit que le député, en contrôlant l'exécutif, il a accès à des informations auxquelles le peuple n'a pas accès. Il a le devoir de remonter cette information pour que le peuple soit au courant. Parce que dans une démocratie, l'information est la base du choix. Pour bien faire son choix, il faut être informé. Il faut savoir quels sont les enjeux de mon choix. Si je choisis telle option, quelles en sont les conséquences? Quels sont les enjeux? Et donc, voilà pourquoi, si le député ne fait pas redescendre l'information de l'exécutif vers le peuple est incapable de faire le bon choix parce que le peuple ne pourra pas choisir en connaissance de cause. Parce que faire un choix en connaissance de cause, c'est une des conditions d'une bonne démocratie. Donc on a intérêt, nous le peuple, à être informé pour savoir ce qui se passe. Et aussi de protéger la presse pour que cette information nous revienne et que pour que la presse aussi puisse transmettre l'information. Donc on a intérêt à protéger et à ne pas menacer la presse parce qu'elle est fondamentale dans une démocratie, si je comprends bien. Oui, ce n'est pas pour rien qu'on parle de quatrième pouvoir. Oui, ce n'est pas pour rien du tout. Oui. Très bien. Pourquoi ce décalage donc entre la théorie et la réalité? Alors, oui. Entre les principes, parce que là, on voit que les principes sont tellement nobles que quand on entend la démocratie, on a envie de ne vivre que dans une démocratie. Alors qu'en réalité, par exemple, dans notre pays démocratique, dans un pays comme le Sénégal, qu'on appelle un pays démocratique, pourquoi ce décalage? Rassurez-vous, le Sénégal n'est pas une exception. Et quand nous lisons Rousseau, on a parfois même envie d'être pessimiste parce que Rousseau nous dit dans la rigueur de l'exception, il n'y a jamais eu de démocratie. Parce que c'est un gouvernement tellement parfait qu'il ne convient pas aux hommes. S'il y avait un peuple de démocratie, et s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Et donc, voilà ce qui nous donne une première piste de réflexion pour comprendre le décalage entre les principes et la réalité. La réponse est que parce que nous avons affaire à des êtres humains. Parce qu'en fait, normalement, les députés, eux aussi, tout à l'heure j'ai dit si on donne trop de pouvoir à l'exécutif, nous risquons d'être soumis aux passions. Mais il ne faut pas oublier également que les députés, c'est des êtres humains. Et que parfois, eux aussi, qui doivent être ceux qui doivent rappeler le président à l'ordre, eux aussi, ils peuvent être soumis à leur passion. Donc c'est ce qui donne l'importance. Et décider en fonction non pas de ce que le peuple veut, mais en fonction de ce que eux individuellement ils veulent. Et voilà pourquoi eux aussi, il peut leur arriver d'être en contradiction avec ce que la raison édicte et donc agir sous la dictée de leur passion. Parce que nous avons affaire à des êtres humains. À ce moment-là, quel est le rôle donc du pouvoir judiciaire, puisque c'est les trois pouvoirs qui sont là? Oui, justement.
Bon, tout à l'heure, quand j'ai dit il y a une différence entre celui qui fait les lois et celui qui est chargé de les appliquer, le législatif fait les lois et le pouvoir judiciaire est chargé de les faire appliquer. Et le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif a pour mission de mener la politique, du pays. Et donc, en ce moment-là, il faut d'abord comprendre que dans une démocratie, les choses doivent être organisées de telle sorte que on a la justice au sommet, principe d'équité, les lois qui doivent être la matérialisation du principe d'équité de la justice, et ensuite, au troisième niveau, les institutions. Autrement dit, dans une démocratie, à la fois l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont tous soumis à la loi. Donc la loi, elle est au-dessus de ces trois institutions. Okay. Et le peuple, donc dans une démocratie normale, le peuple se soumet aux institutions, les institutions se soumettent à la loi se soumet au principe de justice. Okay. Donc ici, c'est le pouvoir judiciaire qui garantit les libertés et l'égalité donc, et la justice. Et justement. Et revenant sur les raisons pour lesquelles il y a cette rupture dans le schéma que j'ai donné tout à l'heure, je disais que une des raisons, c'est que les députés, c'est des êtres humains. Et il leur arrive d'être soumis à leur passion plutôt que la raison. Pour être député de quelqu'un. Oui, justement. Je suis le député du président. Je suis le député du président. Il faut d'abord dire qu'à partir du moment où le député dit « je suis le député du président », il a cessé d'être un député. Ah oui? Il a cessé de correspondre au concept. Si député veut dire représentant du peuple, à partir du moment où le député dit « je suis le député du président », il a cessé d'être un député, même si juridiquement, il a tous les droits d'un député. Oui. C'est ce qu'on dit en Wolof. Ku ñu yónni, justement. Que ñu yónni, que la yónni, la mu la yónni nga war a wax. Oui, c'est ça. Ok. Oui. Et donc, voilà pourquoi il est nécessaire également que le peuple lui-même se rappelle qu'au fond, si ses représentants n'agissent plus en son nom, il a lui-même le devoir de les rappeler à l'ordre. Donc c'est le droit inaliénable de se manifester. De manifester. De faire des manifestations. C'est ce qui s'est produit le 23 juin. Donc le droit inaliénable de manifester, c'est parce que si le représentant du peuple ne fait pas son devoir... Le peuple doit le rappeler à l'ordre. Le 23 juin 2011, quand les députés ont voulu voter une loi que le peuple a jugée liberticide, le peuple a pris ses responsabilités pour rappeler, pour rappeler ses représentants à l'ordre, en leur disant vous ne parlez plus en notre nom, vous ne nous représentez plus. Okay. Ce que vous dites, les discours que vous tenez ne reflètent pas nous. Ce que nous voulons. Ce que nous aurions dû dire. Les actes que vous posez ne reflètent pas les actes que nous aurions dû poser. Ça, c'est extrêmement important. Et la deuxième raison qui peut expliquer le fait qu'il y ait une crise de la représentation, c'est peut-être le mode d'élection. Parce qu'en fait, dans notre pays, pour être élu, il faut être sur une liste d'abord. Et la liste, elle est très souvent confectionnée par le chef de parti. Et donc, quelque part, pour être élu, la première condition, c'est d'être sur la liste. Et donc, quand le député est élu, il se dit... Et d'avoir une bonne place. Oui, justement, et d'avoir une bonne place. Si je n'avais pas été choisi par le chef de parti pour être sur la liste, je n'aurais jamais été élu. Donc, il se sent plus redevable au chef de parti qui l'a mis sur la liste qu'au peuple qui a élu cette liste. Donc, du coup, ça s'explique que des gens viennent vous dire je suis un député du président parce qu'ils se disent c'est parce que le président a décidé de me mettre sur la liste que je suis devenu député. Donc, ce qui veut dire ça devient impératif quand même de changer le mode d'élection des
des députés au Sénégal? Oui, bon, c'est une piste de réflexion qu'il faut mener. C'est pas facile de donner une réponse assez radicale, mais bon, c'est une piste de réflexion qu'il faut explorer. Bon, l'autre chose également, le peuple, lui aussi, il peut être responsable de cette rupture entre les représentants et les représentés. Pourquoi? Parce que le peuple lui-même est composé d'êtres humains qui, eux aussi, peuvent se mettre à leur passion. Dans le choix de ceux qui nous représentent, dans le choix même du président de la République, il est démontré que, pas seulement au Sénégal, partout dans le monde, la plupart des gens ne votent pas pour des raisons objectives. Très peu de gens votent pour des raisons objectives. La plupart votent pour des raisons purement subjectives. Bon, il est beau, il sait bien parler, il a de la prestance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lors des élections, il y a un budget fou qui est alloué à la communication. Parce que il faut dire une chose fondamentale dans une démocratie, personne n'est élu pour ce qu'il est. Nous sommes tous élus pour ce que nous donnons l'impression d'être, pour l'image que nous véhiculons. Donc, la méfiance des philosophes antiques à l'égard de la démocratie est justifiée quand même? Quelque part, elle peut être justifiée parce que, Platon disait d'ailleurs que la démocratie est un régime dangereux. Pourquoi? Parce que on confie à des gens qui, le plus souvent, sont soumis à leur passion, des décisions extrêmement importantes. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Dans le choix du représentant, le président de la République, le député, etc., il y a très souvent des arguments purement subjectifs. Ça peut être la prestance, ça peut être également le charisme. Souvent, ça peut être pour des raisons purement ethniques et familiales. En Afrique, très souvent, les gens votent pour des raisons ethniques. Heureusement qu'au Sénégal, on est épargné par ça. On est épargné, mais il faut se méfier. C'est quelque chose qu'il faut préserver. C'est une chance que nous avons dans beaucoup de pays, comme en Guinée par exemple. Le vote ethnique est très présent. Donc vous voyez bien. Donc même dans les grandes démocraties, même aux États-Unis, il y a énormément de gens qui votent uniquement pour des raisons purement subjectives. Obama a gagné beaucoup d'électeurs grâce au simple fait qu'il était perçu comme un gentleman devant son opposant Biden, qui était perçu comme un vieillard, etc. Même si aujourd'hui il est élu. Et d'ailleurs, parfois, il arrivait de voir Obama descendre de l'avion et courir. Une manière de montrer qu'il est jeune, qu'il est dynamique, etc. C'est quelqu'un qui est très fort en communication. C'est un challenge, quoi. Et oui, justement, c'est-à-dire qu'il a gagné beaucoup d'électeurs grâce à son pouvoir de séduction. Et lorsque nous sommes dans le champ de la séduction, nous ne sommes plus dans le champ de la rationalité. Et donc voilà pourquoi... Donc c'est ce qui fait que nos politiciens, quand ils partent dans d'autres régions, ils parlent leur langue et ils chantent même, des fois ils dansent. Oui, justement. C'est-à-dire que l'idée est de s'adresser à la sensibilité de l'électeur, non plus à sa réflexion, à sa raison. C'est tout le sens, parfois du storytelling. Parfois, vous voyez un candidat aux élections vous raconter sa vie, j'étais pauvre, je viens d'un village, etc. C'est une manière de dire... je suis un des vôtres, je ne vous oublierai pas. Et tout ça, ça peut... c'est pour toucher donc la sensibilité du... Et donc, on gagne très souvent plus d'électeurs en touchant la sensibilité des gens, qu'en s'adressant à leurs raisons. Quand tu viens avec un discours assez élitiste, très recherché, etc., il y a très peu de gens qui adhèrent à ce discours. Ils ne vous écoutent même pas. Et oui, justement. Et les politiciens ont compris que ce n'est pas ce que la population a besoin, donc ils font un jeu pour... Et parfois, il faut être capable de... il faut être capable de séduire. Et donc, voilà pourquoi, souvent, il nous arrive très souvent,
de faire des choix, de les regretter, et après de répéter les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, malheureusement. Et, bon, voilà, justement. Donc, c'est ce qui fait... Quelles sont les conséquences de la crise de la démocratie représentative? Alors, si aujourd'hui nous sommes dans une crise, c'est parce qu'il y a plusieurs échecs que nous avons eus dans le rapport entre les représentants et les représentés. Parce qu'en fait, et ça c'est dans tous les pays, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a deux faits majeurs dans le champ politique qui sont extrêmement importants et qu'on peut analyser comme étant des conséquences de cette crise de la démocratie. Le premier fait majeur, c'est la désaffection du politique. C'est-à-dire que de plus en plus, le peuple n'a plus confiance en ses représentants et n'a plus confiance même en la politique et en sa capacité à transformer notre quotidien. Et de plus en plus, les gens vous disent « Je suis apolitique, je ne m'intéresse pas à la politique parce que c'est une perte de temps. Ce sont tous les mêmes, ils sont tous pourris, ce sont tous des menteurs et ce sont tous des comploteurs. » C'est pourquoi d'ailleurs la théorie du complot est aujourd'hui en vogue. Okay. À chaque fois que l'exécutif ou les politiques prennent des décisions, vous verrez toujours des gens se lever pour dire il y a quelque chose qui se cache derrière, il y a anguille sur roche. Okay. Il y a le corona, on demande de nous vacciner, tu trouveras toujours des gens pour dire il y a quelque chose qui se cache derrière les vaccins. Parce qu'on n'a plus confiance en ceux qui nous gouvernent. Et c'est tellement vrai que on crée une forme de dichotomie entre le peuple qui serait détenteur de toutes les valeurs, de la morale, de la vérité, etc. et les politiques qui nous gouvernent, qui seraient tous pourris. Donc, quelque part, voilà la raison pour laquelle, de plus en plus, les gens se disent, même l'élection, qui est considérée comme étant une des modalités les plus illustratives de la démocratie. On le dit même que les élections sont les garde-fous de la démocratie. Oui, justement. Mais même les élections, aujourd'hui, le peuple n'a plus confiance en la capacité d'une élection de changer le quotidien. Peut-être pas au Sénégal parce que il y a fait une désaffection du politique, mais pas à ce point. Oui, quand même. Mais il y a des pays où les gens vous disent allez voter, c'est une perte de temps. Ce matin, j'étais en train d'écouter les résultats de l'élection au Congo. Sassou Nguesso est passé avec 90%, je crois bien. Et là, on est dans des pays où les gens vous disent que c'est une perte de temps d'aller voter parce qu'à l'avance, on sait qui va gagner. Que les choses sont organisées de telle sorte que... cela se traduit le plus souvent par un fort taux d'abstention lors des élections. Ça, c'est la première conséquence. Donc, il y a des pays quand même qui bafouent les principes de la démocratie. Parce que là, la démocratie, c'est la possibilité du pluralisme. Oui, justement. Voilà. Quand le chef d'État se débrouille en mettant en place des lois qui empêchent l'expression de contre-pouvoir, on n'est plus dans une démocratie authentique. Parce que dans une démocratie, il faut qu'il y ait à la fois la possibilité pour le peuple de contrôler, mais également la possibilité pour le peuple de choisir. Et qui parle de choix, parle nécessairement de deux possibilités, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, le peuple n'a plus la possibilité de choisir. Dans une élection où il y a un seul candidat, il n'y a pas de choix. Ou bien dans une élection où ceux qui sont censés représenter l'autre camp sont en fait des membres du camp du pouvoir déguisés. Déguisés, ah oui. On est dans une parodie. Oui. Il faut qu'il y ait une opposition authentique
qui défend une position radicalement opposée de celle de celle du pouvoir. Okay. Et quand je parle de position radicale, je ne parle pas de position conflictuelle ou violente. Radical veut dire différent dans son fondement et dans ses principes. Et là, c'est qu'il faut qu'ils comprennent ça, qu'il faut qu'ils permettent les minorités et toujours quand même toujours leurs droits. Parce que là, c'est ça qui fait que en général, on parle ça fait partie des crises de la démocratie. Oui, parce que les minorités, quand même, il faut qu'ils aient leurs droits. Oui, justement. Ouais. Parce que dans une démocratie, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, s'il n'y a pas la possibilité pour le peuple de choisir entre deux camps, on a remis en cause l'un des premiers principes fondateurs de la démocratie, c'est-à-dire la liberté de choix. De choix, oui. Et voilà pourquoi, et quand le peuple a l'impression que de toute façon, il n'a pas la possibilité de choisir entre deux camps opposés, évidemment, on n'est plus dans une démocratie. Ça me rappelle les principes que vous disiez tout à l'heure au début, que les principes, l'état de droit qui garantit les libertés et l'égalité des citoyens devant la loi. Oui, justement. Et ça à cause de la séparation des pouvoirs. Oui, mais si la loi est bâtie de telle sorte que même dans le jeu démocratique, même dans la manière de choisir, la loi est organisée et bâtie de telle sorte qu'il n'y a plus possibilité de choix, cette loi devient une loi liberticide. Toute loi qui annule la possibilité de choix du peuple est une loi liberticide. Liberticide, ok. Et voilà pourquoi, quand le peuple est convaincu que... Une loi liberticide, c'est une loi qui tue la liberté. Oui, la liberté. Et quand le peuple est convaincu que même ses choix n'ont plus de valeur, il se dit que c'est une perte de temps que d'aller choisir. Et là, ça devient dangereux. Oui, et d'ailleurs, ça me renvoie au titre d'un ouvrage de Francis Dupuy-Derry, intitulé « Nous n'irons plus voter ». Parce que c'est une manière de dire, c'est une perte de temps que d'aller voter. Que Dieu en préserve le Sénégal. Et la deuxième conséquence de cette crise de la démocratie, c'est l'émergence de prophètes de la politique. Ce que j'appelle les prophètes de la politique, ce sont une nouvelle classe de politiciens qui réclament une certaine radicalité et qui veulent se positionner comme les seuls authentiques représentants du peuple. Certains les appellent les populistes. Mais c'est un terme assez chargé qui peut signifier deux choses. Il est rare de voir quelqu'un s'autoproclamer populiste, parce que c'est un terme chargé. Aujourd'hui, quand on parle de populisme, c'est pour jeter peut-être un adversaire à vindicte populaire. Mais populisme peut signifier authentique représentant du peuple, parce que ça vient de populus, qui signifie peuple. Mais très souvent, aujourd'hui, quand on parle de populisme, le populiste, c'est quelqu'un qui prétend être le seul et l'authentique représentant du peuple face à des représentants qui ont failli à leur mission, mais qui, en fait, utilisent le peuple comme prétexte pour défendre ses propres intérêts. Et voilà donc pourquoi on assiste dans plusieurs pays à l'émergence d'une classe de politiciens qui fondent leur politique sur une dichotomie entre, d'une part, les représentants du peuple qui constituent une sorte de clan, qui se passent le pouvoir entre eux et qui complotent sur le dos du peuple. Et d'ailleurs, c'est le sens souvent qu'on donne à la notion de système. Autrement dit, il y aurait d'une part le système, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui défendent leurs intérêts, qui complotent sur le dos du peuple, et d'autre part le peuple. Donc, on oppose d'une part le peuple et d'autre part ses représentants. Et dans ce peuple, émergerait
une nouvelle classe de politique qui viendrait s'opposer à ceux qui usurpent le pouvoir et rendre sa souveraineté au peuple. Très bien. Et là, aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux ont-ils modifié le fonctionnement de la démocratie aujourd'hui? Ah oui. Ah oui. Et les réseaux sociaux ont beaucoup modifié la manière dont la démocratie fonctionne. Et pourquoi? Parce que quand nous remarquons les conséquences de la crise de la représentation dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a deux slogans qui justement qu'on retrouve dans les mouvements que certains qualifient de mouvements populistes. Le premier slogan, c'est « Il ne nous représente plus ». Le deuxième slogan, c'est « Il nous mente ». Autrement dit, il y a cette idée que ceux à qui nous avons confié la mission de parler en notre nom, en réalité, ils ne parlent plus en notre nom, ils parlent en leur nom propre. Alors que c'est eux qui ont donné un permis de gouverner. Justement. Okay. Et maintenant, tout à l'heure, on a parlé de la presse, qui doit jouer le rôle de véhicule. C'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que les désirs du peuple parviennent à ses représentants et que les informations que détiennent les représentants parviennent au peuple. Mais là également, le même problème que nous avons souligné tout à l'heure avec le représentant, avec le peuple, se retrouve dans la presse. La presse, c'est quelques médias, on peut les compter, 10, 20, 30 chaînes de télévision, on peut les contrôler. Dans une démocratie, il est possible de contrôler la presse. Parce que la presse également, elle est composée d'êtres humains. C'est-à-dire, l'être humain, c'est un être corruptible qui peut se soumettre à ses passions. Si la presse accepte de monnayer sa plume pour des raisons financières ou bien de monnayer sa plume à ses propres passions, à ses propres ambitions individuelles, au lieu de transmettre la bonne information au peuple, elle joue le rôle de propagande, c'est-à-dire faire en sorte que le peuple reçoive la bonne information. Non, de mauvaises informations cette fois-ci, parce que dans une presse de propagande, il s'agit de faire croire au peuple que ses représentants agissent effectivement en son nom, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Et donc, s'il est possible de contrôler la presse par la corruption, les réseaux sociaux permettent de contourner l'obstacle. Okay. Parce que la presse reçoit des informations, mais elle peut décider de ne pas les relayer. Mais les réseaux sociaux vont contourner. Okay. Si on détient une information qui peut intéresser le peuple sur la manière dont le pouvoir est gouverné, si la presse classique ne veut pas transmettre, évidemment les réseaux sociaux peuvent contourner. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand le peuple a l'impression que le député ne parle plus en son nom, les réseaux sociaux nous donnent la possibilité non plus de déléguer notre parole, mais de parler nous-mêmes. De parler nous-mêmes, ok. C'est-à-dire que désormais, comme dans la démocratie athénienne, c'est le peuple lui-même qui prend la parole pour s'adresser à ceux à qui il a confié le pouvoir. On vous a donné la mission de transmettre nos volontés, nos désirs, vous ne le faites pas. Nous avons la possibilité de le faire nous-mêmes. Et c'est ça la chance que donnent les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a 3 types de discours en réalité qui se manifestent. Le premier type de discours, c'est un discours structuré, fait d'idées, fait d'analyse. Mais très souvent, c'est un discours qui ne prospère pas. Pourquoi? Parce que, le plus souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est un discours recherché qui s'adresse à la raison, la majorité, évidemment, n'y adhère pas. D'accord? Et donc,
le peuple a certainement l'impression que la démocratie telle qu'elle fonctionne, elle est faite pour les élites. C'est d'ailleurs tout le sens de l'article de Mme Aminata Diaw Cissé, la démocratie des lettrés. On vote des lois à l'Assemblée. Le contenu des lois sont parfois tellement techniques que le peuple pour qui ces lois sont votées n'y comprennent absolument rien du tout. D'accord? Voilà pourquoi souvent ce type de discours ne prospère pas. Donc il s'agit à la fois de parler en notre nom, mais de parler autrement. Non plus sur la base d'un discours structuré comme dans une démocratie classique, comme dans la démocratie des lettrés, pour paraphraser Mme Cissé. Mais cette fois-ci, d'abord de parler autrement. C'est-à-dire d'avoir la liberté de parler sans censure. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que cette possibilité que donnent les réseaux sociaux, elle se manifeste dans un contexte où le peuple est frustré. Frustré que ceux à qui il a confié le pouvoir ne parlent plus en son nom. Et un homme frustré, quand il parle, le discours est violent. Oui. Voilà pourquoi, sur les réseaux sociaux, le discours est nécessairement violent. C'est le deuxième type de discours. Premier type de discours, le discours structuré. Ensuite, le discours violent. Sans filtre, sans censure. Chacun dit ce qu'il pense et exprime sa frustration. Il doit être entendu. Et évidemment, au lieu de condamner en disant il faut censurer, il faut d'abord analyser ce discours violent. Pourquoi le discours sur les réseaux sociaux est violent. Ça, c'est une question extrêmement importante parce que pour comprendre le comportement de quelqu'un, il faut aller au-delà de l'apparence. On a donné la parole à des gens qui ont gardé une très longue frustration et à qui on avait toujours refusé l'accès à la parole. Et ils ont compris que la souveraineté n'appartient qu'au peuple. Oui, justement. On leur a trop privé la parole. Maintenant qu'ils ont le droit de parler, ils déversent toute leur frustration. Ça, c'est un des éléments d'explication. Le troisième type de discours qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, c'est le discours humoristique. C'est l'humour. Vous savez que quand vous lisez Freud, Freud recense l'humour parmi les mécanismes de défense. Parce que quand quelqu'un est frustré, il peut l'exprimer par l'humour. D'accord? D'ailleurs, ce qui explique cet humour, c'est d'abord la perception élitiste de la démocratie. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure des raisons pour lesquelles beaucoup de philosophes n'appréciaient pas la démocratie. Parce qu'ils étaient convaincus qu'on avait affaire à un peuple ignorant, qui, très souvent, se laisse guider par les passions. Et qu'il fallait confier le pouvoir à une élite composée de technocrates, d'experts. Donc, qui dans l'histoire de la démocratie, on a très souvent opposé les élites et la masse. La masse étant présentée comme étant une masse inculte, incapable de se soumettre à la raison, une masse incontrôlable, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, le peuple a compris que ceux qui nous gouvernent pensent être plus intelligents que nous. Parce qu'ils considèrent qu'eux, c'est des experts et que nous, on est des ignorants. C'est tellement vrai que la plupart du temps, sur les grandes questions, vous entendez souvent les politiciens dire n'importe qui ne doit pas s'exprimer sur ces questions parce que c'est des questions techniques. Sur la question du pétrole, on a entendu des gens dire laissons le pétrole à des experts. Le peuple n'a pas le droit de se prononcer parce que le peuple est ignorant des conditions dans lesquelles le monde du pétrole fonctionne. Donc, dans ces conditions, si le peuple a toujours été considéré comme étant un peuple immature, désormais, il a l'occasion de se venger en exploitant les erreurs et les faiblesses
de ceux qui gouvernent. Il suffit qu'un politicien commette une erreur pour être la source de toute l'arrivée du net. C'est tout le sens du fameux VAR. Vous nous avez pris pour des ignorants, mais vous ne valez pas mieux que nous. Vous n'êtes pas plus intelligents que nous. Vous n'avez pas plus de valeur morale que nous. Et donc c'est une manière de, quelque part, de les, eux aussi de les rappeler à l'ordre et de leur dire qu'au fond, nous ne sommes pas aussi idiots que vous le croyez. Nous ne sommes pas aussi ignorants que vous le croyez. Et sur certaines questions même, nous pouvons vous apporter quelque part notre expertise. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, de plus en plus, vous voyez sur les réseaux sociaux, évidemment, des gens se moquent de politiciens qui ont tout le temps, quelque part, prétendu être au-dessus de la mêlée face à un peuple complètement ignorant. Très bien. Merci. Merci beaucoup, professeur Mori Thiam, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur les plateaux de Télé-École, qui est une télévision 100% éducation, vraiment qui mérite beaucoup de félicitations, parce qu'aujourd'hui, si on entend, si on écoute la façon que vous expliquez la démocratie, on se rend compte que Télé-École fait et continue à faire pour la population sénégalaise, et ça mérite quand même des applaudissements. Merci à Télé-École et merci aussi à nos téléspectateurs, à nos fidèles téléspectateurs qui continuent de suivre Télé-École sur toutes les plateformes de Télé-École. Merci à vous et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parlons Philosophie. Jusque-là, continuez à philosopher pour mieux vivre. Merci beaucoup. Merci, M. Thiam. Merci.